Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Twitch pour le deuxième avant-match de la semaine. Et oui, seulement le deuxième de la semaine, mais déjà le quatrième en à peine 10 jours. Les matchs s'enchaînent tous les 3 jours. On est ravis de faire un nouvel avant-match avec vous. Aujourd'hui, pour ce nouvel avant-match de l'Olympique Lyonnais, on sera 3 comme d'habitude. Et on n'affronte pas 3, non, on affronte Lorient. Jeu de mots assez incroyable. Je vais démuter Taken pour lui dire bonjour. Comment ça va, mon cher ami? Bonsoir Melt, bonsoir à tous. Je suis très content de pouvoir parler de cet OL Lorient qui s'annonce palpitant pour la course au podium. C'est vrai que c'est toujours plus simple de faire un avant-match quand la veille on a gagné 3-1, ça fait plaisir. Et Absolument, notre absolument. adversaire du soir, enfin, c'est pas ce soir, hein, c'est samedi, mais notre futur adversaire a lui aussi gagné son match hier, c'était face à Nice, c'était ce club donc de Lorient. Et pour en parler avec nous, il y a Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut à tous, bonsoir. Gaëtan, toi tu es suiveur plus que supporter véritablement de ce club de Lorient, puisque tu commentes ces matchs de Oui, Lorient sur une radio locale et exactement. tu suis véritablement l'actualité de ce club quasiment au quotidien. Depuis combien de temps tu commentes ces matchs de Lorient? Alors, c'est la troisième saison. On a commencé sur la dernière année de Ligue 2, en fait, hein, celle qui a débouché sur la montée, enfin, qui s'est arrêtée tôt par rapport au Covid, mais qui a débouché sur la montée. Et puis donc les deux de Ligue 1 l'année dernière et cette année maintenant, la troisième saison. Oui, parce que toi, tu m'as dit tout à l'heure en off qu'à la base, t'es pas du tout supporter de Lorient, t'es même supporter d'un autre club breton, Guingamp. Oui, exactement. Je suis supporter de Guingamp. Je suis natif de Guingamp et supporter D'accord. de Guingamp. Après, j'ai toujours bien suivi Lorient parce que c'est un club qui est pas loin et qui a eu comme quelques belles années, surtout quand Guingamp était aussi un petit peu dans le dur. Donc, on regardait un peu ce que faisait Lorient. Donc, j'ai toujours suivi aussi ce club-là. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un club qui prend une certaine place en Ligue 1 qui date depuis 3 ans, enfin 2 ans, mais qui a déjà eu Ouais, deuxième année. dans les années 2000, qui a fait quelques saisons en Ligue 1. Et c'est un club qui est donc de retour et qui, le dernier match, a réussi déjà une très très belle performance, on l'a dit, puisqu'ils ont réussi à battre 1-0 le club du coach champion de France en titre, quand même, Christophe Galtier et son Ah oui. OGC Nice. Ce club de Lorient qui s'est imposé 1-0. Ce match, voilà, ça a été une victoire dans la douleur parce que cette équipe de Lorient a eu beaucoup de chance. Ouais, ils ont eu une sacrée baraka sur ce match. Alors, on dit qu'il faut la provoquer, oui, mais c'est vrai que Nice a quand même aidé aussi dans ce match-là parce qu'il y a eu un penalty que Gouiri a frappé nettement au-dessus. Il y a eu un face-à-face aussi, Nardi-Gouiri en première mi-temps et Gouiri qui le frappe complètement à côté. Donc, vraiment raté ses occasions hier alors que c'est pas trop son habitude quand même à l'ancien Lyonnais en plus. Et puis, il y a eu une frappe aussi de Delors sur la barre, un sauvetage de Nardi, on ne sait toujours pas comment, sur un tacle de Monconduit vers son but. Donc on n'était pas loin du CSC. 9 fois sur 10, ce serait les dedans. 9 fois sur 10, ou en tout cas, il y a un an, Lorient l'aurait perdu 3-1 ce match. Sauf que là, ils l'ont gagné 1-0. Et oui, c'est vrai que c'est toujours bien et en même temps ça peut poser question, mais c'est bien d'avoir ce genre de victoire où la chance est avec toi. C'est toujours nécessaire dans ce genre de moment. Et ça permet à Lorient, on en parlera en fin de live, parce on pourra un petit peu faire l'analyse du classement des enjeux de cette rencontre. Lorient qui est très très bien placé dans le championnat de France. Lorient qui va donc se déplacer au Parc OL avec quelques indisponibles quand même. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Premier absent, il a pris un carton rouge, enfin un double jaune, je crois, Ouais. hier face à Nice. C'est le défenseur central allemand Jens, ou Jens, je pense que c'est Jens qu'on prononce, Jens, Moritz Jens. Ouais. qui est une recrue estivale, de qui plus est. Oui, 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 il est arrivé la veille de la fin du mercato, l'avant-dernier jour de Lausanne. Donc, il était en Suisse l'année dernière. Il a même débuté la saison avec Lausanne, puisqu'il a fait 2 matchs de championnat là-bas. Et puis, il est D'accord. arrivé à Lorient. Alors, ça s'est plutôt bien passé hein, sur ses premiers matchs, mais c'est vrai qu'hier, il a commis 2 fautes en 7 minutes. 2 jaunes, il n'y avait rien à dire en plus, hein. Les jaunes étaient logiques, donc expulsion et absent pour le déplacement à Lyon. Ouais. Ouais, ça va être un petit coup dur pour cette formation de Lorient. On verra les différents joueurs capables de le remplacer dans cette charnière à 3 mise en place par Christophe Pélissier.
Pour ce qui est des Oui. autres absents, il y avait l'absence du capitaine, Lemoine, qui n'était pas là lors du dernier match. Finalement, il devrait être de retour. C'était des raisons Oui. personnelles et il n'y avait pas du tout de blessure. Pour ce qui est, par contre, de Quentin Boisgard, qui n'était pas là lors du dernier match, qui était blessé, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'on a un peu Ouais, plus il est blessé d'informations? au talon. Il est blessé au talon, il sera absent à Lyon. Ok, Quentin Boigard, il a très peu joué depuis le début de la saison. Il a eu le Covid en fin de préparation. Il a eu du mal du coup à se mettre aussi voilà, dans ce début de saison. Blessure ensuite. Donc bon, c'est pas évident pour lui. Il sera pas là sur ce match. Et en autre absent, le dernier, normalement, c'est Jérémy Morel ouais. qui sera aussi absent pour ce match-là. Jérémy Morel, ancien Lyonnais, hein, qui est en Ah phase oui. de reprise, il était blessé à quel niveau? Alors, l'ischio-jambier. Donc, je pense qu'a priori, il en a encore pour un ou deux matchs au moins. On D'accord. verra exactement comment ça se rétablit. Mais ouais, ouais, mine de rien, il aura quand même manqué au moins un mois et demi hein, de championnat. Ouais, c'est dur, et puis je pense que l'âge doit jouer un petit peu dans ce genre de blessure également. On rappelle Ouais, il est la plutôt jeune, récupération, c'est ça, hein, 37, 37 ans de 7 ans, mémoire. ouais, Ouais, j'aurais dit. 37 ans. Donc, ça commence à faire quand même. Et c'est vrai que bon, c'est pour ça que Yen est arrivé aussi pour compenser ces absences-là, parce que Lorient a eu beaucoup d'absents en défense en début de saison. Il y avait eu notamment Mendes et Ergo qui avaient été suspendus en même temps parce qu'ils avaient été expulsés tous les deux à Montpellier. Oui, Morel défaite. qui s'était blessé. Là, c'est Jens qui est suspendu. Donc voilà, il y a eu un sacré chantier quand même défensivement depuis le début de la saison. Ouais. Ouais, il faut asseoir cette défense et amener plus de sérénité. Côté lyonnais, on a également des absents, dont un dernière minute, Tekken va nous en parler. C'est le malheureux Moussa Dembélé. Et oui, Moussa Dembélé, on se félicitait dans l'avant-match contre 3 de son retour dans le groupe. Et patatras, match contre 3, il entre en jeu. Et d'après le récent communiqué de l'OL qui est tombé là il y a quelques minutes, quelques heures à peine, le joueur souffre d'une fissure sur son péroné droit, ce qui va le rendre indisponible pour la Ligue 1 pendant pas mal de semaines Ah apparemment. oui. Donc c'est une nouvelle qui est plutôt inquiétante. Peut-être que l'OL pourra faire appel à un joker médical selon l'éventuelle gravité de la blessure, mais on va dire que c'est un peu la nouvelle qui tombe mal côté lyonnais, quoi. Ouais, D'autant plus que évidemment. côté indisponibilité, on a déjà, plutôt dans la partie offensive du terrain, on a déjà Jeffrey Adelaide qui est au frigo depuis quelques semaines, hein. Ce qui est bien, c'est qu'à Depuis... tous les avant-matchs, on dit Jeffrey Adelaide est au frigo et tôt ou tard il va sortir. Donc j'ai envie de dire, plus on avance dans le temps et plus on s'en rapproche de sa sortie du frigo. Et enfin, Tino Kadewere qui lui est toujours blessé aussi et qui devrait revenir bientôt hein, à force, hein, depuis le temps qu'il est blessé. Sinon, pour le reste, on a eu un match hier, donc les infos données mardi Normalement, soir n'ont pas trop changé. bah, les informations données mardi soir n'ont pas trop changé. Des rumeurs, alors, je vais être tout à fait honnête, hein, je voulais regarder la source et je l'ai mise, mais sans regarder. Apparemment, Malo Gusto serait sorti à la mi-temps lors du dernier match en étant un peu gêné musculairement, alors je sais plus du tout. Donc, à voir. Mais de toute façon, avec le retour d'Elo Dubois, je pense que Dubois sera titulaire et il n'y aura pas de problème avec le brassard de capitaine. À vérifier. Et c'est vrai que Malo Gusto, qui est tout jeune, hein, il a 18 ans, c'est vrai que l'enchaînement de ces matchs de très haut niveau tous les 3 jours, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude en National 2. Donc ça peut être également un risque. Donc voilà, ça va être l'enjeu de ce match-là, ça va être également de reposer les organismes et de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de blessures plus graves que ce qu'il y a déjà. On va évidemment scruter la performance s'il rentre en jeu de Thiago Mendes ou encore j'ai bouffé son nom, qui était absent lors du dernier match, Enrique, voilà, Luqueba, merci, de Enrique, qui est pas du tout dans ouais, le Enrique, groupe, mais qui là est pas là parce que c'est un choix du coach, hein, qui apparemment ne préfère pas l'intégrer dans le groupe. Assez surprenant d'ailleurs. d'autant plus que c'est un choix quand même de Juninho qui a été fait à l'intersaison. On aurait pu se dire, bon, Juninho décide de faire venir le joueur, il y a peut-être quelque chose que les fans ne connaissent pas, mais qui fait pencher la balance pour son intégration dans l'équipe. Au final, le coach ne l'utilise pas. Bon, il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Ça se trouve, le joueur ne convainc pas du tout à l'entraînement, qui est malheureusement une possibilité envisageable. Et oui, tout à fait. On va passer à la deuxième grosse partie de ce live, alors que ça va faire quasiment 10 minutes qu'on live déjà. On va passer à l'histoire de ce club
qu'on va affronter samedi à 21h, sera en direct sur Prime Video. Lorient, qui va être notre adversaire samedi, qui est un club assez vieux dans sa création, puisque le club est fondé en 1926. Cependant, c'est vrai que c'est un club qui reste assez jeune dans ses années pro et dans son haut niveau, si je puis dire, puisque le club est fondé en 1926 par une dame d'ailleurs. C'est une dame qui fonde le FC Lorient avec son fils, Madame Cuissard. Et donc cette formation de Lorient, à la base, s'appelait la Marée Sportive. C'était le tout premier nom du FC Lorient avant que celui-ci finalement prenne cette appellation du FC Lorient. Ça a été un club qui a longtemps erré dans les divisions inférieures, avant finalement de arriver jusqu'en 1967 à son premier statut professionnel, 1967, qui est donc le début de l'ère professionnelle de cette formation de Lorient, formation de Lorient qui finalement perdra son statut professionnel dans les années 90 avec une relégation administrative, une liquidation judiciaire, qui va finalement totalement chambouler les plans de Lorient, qui va finalement remonter et qui va finalement se réinstaller dans les divisions hautes de ce championnat avec un statut professionnel. Il s'agit des années 90, de la fin de ces années 90, et la première année, pour l'anecdote, de Lorient en Ligue 1, c'est l'année 1997-98, et c'était une première année en Ligue 1 avec déjà un homme qui va vraiment marquer de toute son empreinte l'histoire de ce club. On parle bien évidemment de Christian Gourcuff. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Christian Gourcuff, toi Gaëtan? Ah bah c'est encore lui qui règne hein, sur le on va dire sur le ciel du moustoir hein. Voilà, on entend souvent du côté des supporters le jeu à la Lorientaise avec Gourcuff, les années Gourcuff, parce qu'il y a eu plusieurs passages en plus, mais Oui, il a vraiment marqué son passage par évidemment les résultats, mais aussi par le jeu qu'il prenait, son 4-4-2 qui était très bien connu, un jeu plutôt léché, globalement, avec des joueurs bien identifiés, hein, des joueurs plutôt techniciens, à leur niveau, bien sûr, parce que c'était pas non plus le Barça, hein, mais ça restait voilà, à leur niveau des joueurs capables de jouer au ballon plutôt que des athlètes vraiment sur ces équipes-là. C'est lui aussi qui a permis la remontée en 2006 pour la plus longue période de Lorient en Ligue 1, parce qu'il y a eu 11 années en Ligue 1 de 2006 à 2017. Alors, c'est pas lui qui les a terminées, mais il en a fait 8 sur ces 11-là. Donc voilà, c'est quand même un entraîneur qui est voilà, très bien évidemment incrusté ou en tout cas identifié FC Lorient, qui reste encore énormément dans les mémoires et qui a forcément marqué de son empreinte son passage au FC Lorient. Ouais. oui, parce tu l'as dit, il a fait plusieurs passages. Il a eu un tout premier passage dans sa première expérience en tant qu'entraîneur en 1980. Il a ensuite été l'entraîneur du début des années 90 à 2001, avant finalement de partir. Il est parti dans Oui, le golf pour revenir en 2003 jusqu'en 2014. Il avait été remplacé par Sylvain Ripoll, si je dis pas de bêtises. ouais, c'est ça. Euh, Sylvain Ripoll qui était son adjoint et qui l'avait remplacé. oui, Sylvain Ripoll, depuis, avec la tête de l'équipe de France Espoir. C'est un homme qui a marqué vraiment cette formation. Je parle de Christian Gourcuff sur le banc Ouais. de Lorient. Une autre personne qui a marqué, lui était sur le terrain, l'histoire de Lorient, c'est Fabien Audard, qui reste encore l'un des. Je crois que c'est même le joueur le plus capé de l'histoire du FC Oui. Lorient, ce qui est quelqu'un de très très respecté du côté des Bretons. Oui, 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 parce que c'est quelqu'un qui a justement été aussi impliqué dans toutes ces années-là, celle de la remontée justement en 2006, des belles années qui ont suivi derrière avec les Vairua, Saifi, c'est des années qui restent encore très ancrées hein, du côté de Lorient, des souvenirs très, très ancrés. D'ailleurs, Fabien Audard, il est toujours à Lorient puisqu'il est maintenant élu en fait à la municipalité de Lorient. Donc il est toujours très investi dans le secteur. Et évidemment, c'est un gardien qui a marqué par son style, par sa longévité au sein du club, par ses performances évidemment, et qui, oui, oui, est en plus le joueur le plus capé des Merlus. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare comme reconversion, mais c'est le cas également, je crois, que de Pierrick Oui, Capel à Angers, qui lui aussi est élu oui, municipal. C'est une carrière comme une autre, et c'est vrai qu'il reste très ancré à cette ville de Lorient.
une ville de Lorient qui a fêté en 2020 le titre de Ligue 2, puisque tu l'as dit, cette Ouais. formation lorientaise était redescendue en 2017. Il y a eu les années Michael Landreau, pardon, pas Sylvain Landreau, Michael Landreau qui ont pas forcément trop bien marché. Et en Non. 2019, arrivée de Christophe Pélissier d'Amiens, qui va finalement permettre au club de, d'une part, gagner le championnat de Ligue 2, même si c'est un championnat qui, avec le Covid, avait fait uniquement 28 journées, et depuis Ouais, de ouais, se, ouais. de se maintenir en Ligue 1. Comment s'est passée cette transition et l'arrivée de Christophe Pélissier à Lorient? Bah, c'est vrai que déjà sur les 2 premières années, Lorient était jamais vraiment loin parce que Lorient était quand même dans le coup, hein, pour la montée avec Landreau. Malheureusement, ils ont à chaque fois raté les barrages de peu. Je crois qu'ils les ratent au goal average la première année et la deuxième, bon, ils sont un petit peu plus loin. Et donc, il y avait cette volonté vraiment de partir sur tout à fait autre chose, un autre style, parce que dans le jeu, ça n'avait pas forcément non plus convaincu sous Michael Landreau. Il y a donc Pélissier qui est arrivé avec évidemment son bagage qu'on lui connaissait, avec ses idées aussi qu'on lui Oui, connaît davantage maintenant à Lorient. Et tout de suite, il a mis un système de jeu en place. Il a également très vite voilà, instauré une certaine dynamique au sein du club, d'une manière générale, pas qu'au niveau de l'équipe professionnelle, mais également avec le centre de formation. Il a intégré des jeunes assez vite aussi. Et voilà, là maintenant, ça fait donc sa troisième saison. La première, effectivement, ils sont champions de Ligue 2. Alors, au bout de 28 journées, mais ils avaient été 27 fois sur 28 dans les 2 premiers. Il y a juste à la trêve de Noël, je crois qu'ils étaient redescendus un peu en dessous. Et donc voilà, il y a une certaine constance aussi. Alors même si l'année dernière, c'est vrai qu'il a été constant dans le mauvais, hein, sur la première partie de saison parce qu'ils ont raté vraiment la première et constant dans le très bon aussi sur la deuxième. Mais voilà, il y a une identité qui se dégage. Il y a eu un FC Lorient, Christian Gourcuff. Il y aura peut-être un FC Lorient, Christophe Pélissier. C'est encore tôt pour le dire parce que ça fait 2 ans, un peu plus qu'il est là. Mais on pourrait avoir aussi et on aura sans doute un passage très marquant avec Christophe Pélissier. oui, parce que c'est vrai que c'est toujours hyper dur de maintenir un club en Ligue 1 quand on vient de Ligue 2 comme ça. Et c'est vrai que ça reste une très belle performance. Si jamais il arrive à inscrire ce club de Lorient et s'inscrire dans ce club de Lorient dans la durée, évidemment qu'on retiendra son parcours. Euh, Pellissier qui est là depuis 2019, c'est 10 ans de Oui, moins, 10 ans de plus, enfin 10 ans plus tôt. Alors attends, je vais reprendre la phrase que c'est mieux. Il est arrivé en 2019 et en 2009, 10 ans plus tôt, c'était l'arrivée du président de cette formation de Lorient, oui, Loïc Ferry, Loïc Ferry. qui est président de cette formation de Lorient. Depuis 2009, quel est son bilan? Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire de lui à Lorient? Alors, je pense qu'il faut le détacher en 2 points, ce bilan. Euh, il y a les premières années qui ont été très difficiles, enfin très difficiles, parce qu'il y a eu un nouveau fonctionnement qui a été mis en place, notamment au niveau des transferts, avec des joueurs qui ont été vendus cher. Lorient a d'ailleurs très bien vendu, avec les Koscielny, avec Aboubacar, il y avait qui encore, Alia Dier, c'était un petit peu après. Et il y a un dossier qui a apporté plus de friction que d'autres, c'est celui de Mario Lemina. À l'été 2013, Christian Gourcuff comptait dessus, sauf que sous la présidence de Ferry, il a été vendu dans les dernières heures du mercato à Southampton. Ouais, c'était ça. Non, c'était à Marseille à l'époque. Ouais, je crois que c'était Marseille. Enfin bon, il avait été vendu pour un gros billet. Et ça a vraiment marqué la fin de Gourcuff avec le FCL. Alors, il est resté jusqu'à la fin de la saison. Il avait annoncé qu'il partirait du coup après cet épisode-là. Et c'est vrai que du coup, bon, Loïc Ferry, ça passait pas forcément au début au niveau des supporters. C'était assez difficile. Et puis, ça a tourné, le vent a un petit peu tourné ces dernières années parce que, notamment avec la descente en Ligue 2, bon, on disait il y a eu les années Landreau, mais il y a eu quand même aussi des moyens de mis sur la table, notamment quand ils étaient allés chercher Yohan Wissa, quand ils étaient allés chercher d'autres joueurs encore, ou Voilà, Wout Bozok un peu plus récemment. l'achat de Gearbich qui a été Garbage, ouais, c'est ça.
un dix Et, gros et millions d'euros Gerbic, l'année investissement. il y dernière. a, ouais, ouais, Gerbic, il y a un an. Mofi, c'était 8 millions aussi, donc il y a eu beaucoup d'argent de Oui, dépensé. Et puis, il y a eu, au-delà de cet aspect argent, il y a eu le profil de Pélissier aussi qui a été choisi pour de vraies idées. Et ça a beaucoup plu à Lorient. Ça a beaucoup plu d'installer quelqu'un sur la durée parce qu'il a en plus un long contrat. Et enfin, c'était un contrat de 3 ans au départ, mais avec 2 ans d'options, si ma mémoire est bonne, en cas de montée. Donc les options se sont levées dès que le club est monté. Et ça a plu vraiment d'investir un petit peu comme avec Gourcuff avant, d'introniser un coach pour une longue durée, avec des idées de jeu, en y mettant les moyens. Alors évidemment, là, avec la crise, etc., sanitaire, ça a un petit peu bouleversé les plans, mais quand même. Et c'est vrai que à ce niveau-là, ben, Loïc Ferry a un petit peu aussi retourné un petit peu de la situation en sa faveur, et c'est parce que ça marche aussi tout cela. et oui, c'est parce qu'il y a des véritables résultats. Ça va être encore une année qui débute très bien, donc on espère que ça continuera dans ce sens-là côté l'Orienté. J'ai toujours cette habitude-là pour un peu le dire, hein, si jamais il n'y a pas les images sous les yeux, si vous écoutez juste l'audio. À l'image, vous avez donc une photo du président, en haut à gauche qui est Loïc Ferry. En bas à gauche, on a déjà parlé de Christophe Pellissier, on va parler juste après du capitaine Fabien Lemoine. En haut à droite, il y a le directeur sportif de cette équipe de Lorient qui s'appelle Christophe Leroux, que je Ouais. dois avouer, j'ai découvert un peu, enfin, j'avais entendu parler du joueur, mais je ne savais pas du tout qu'il était devenu directeur sportif du club. Il a véritablement un rôle dans l'organigramme, il est Ah oui. important. Ah oui, oui, complètement. Très en lien avec Christophe Pellissier. C'est lui qui va dénicher beaucoup de joueurs, en tout cas qui les repère, qui les propose à Christophe Pellissier, à son staff ensuite. Il a vraiment un poids important, hein, Christophe Leroux. En plus, c'est quelqu'un de très, très impliqué, en tout cas du secteur. C'est un Breton qui a fait Ouais. sa carrière entre Lorient, Rennes et Guingamp. Il est formé là-bas en Euh, plus, à Lorient. ouais, formé à Lorient. Donc voilà, il y a vraiment des attaches aussi. Et puis, alors, c'est aussi le fait notamment que Loïc Ferry vive à Londres et ne soit pas à Lorient au quotidien. Bah, Loïc Ferry délègue aussi en partie D'accord, ouais. ses missions, et Christophe Leroux a vraiment un gros poids sur ce secteur de recrutement, évidemment en lien avec l'ensemble de la cellule et enfin, l'entraîneur et le staff de l'équipe professionnelle. Mais ouais, ouais, c'est lui qui vraiment est aux manettes pour ce recrutement. Ouais. Et oui, ça va être vraiment c'est un élément très fort de cet organigramme côté l'orienté. Et on va passer au dernier donc, de ces quatre petites vignettes. C'est le capitaine de cette formation, Fabien Lemoine, qui s'inscrit en tant que joueur très expérimenté, qui amène beaucoup de son expérience en Ligue 1. Il est capitaine depuis combien de temps dans cette de cette for- Oula, de cette formation? Je suis en train de perdre ma voix, c'est terrible. Alors, Lemoine, il était, depuis que Pélissier est arrivé, c'est lui le capitaine. Par contre, je me demande si c'était lui sous Landreau la saison d'avant, j'ai un petit doute. D'accord. Ça fait au moins 3 saisons. Alors maintenant, il se le partage un peu. Disons que, bon, quand Lemoine est sur le terrain, c'est lui le capitaine. Mais l'année dernière, il a eu un moment moins bien, Fabien Lemoine, et il a moins joué. Et il y a un joueur qui, lui, par contre, est monté en puissance depuis son arrivée, c'est Laurent Abergel, et qui est Oui, devenu vice-capitaine dans cette d'accord. équipe. D'ailleurs, à chaque fois que Lemoine sort, c'est C'est Abergel qui prend le lui. brassard. Voilà, et c'est vraiment les deux relais du coach sur le terrain, ce sont ces deux-là. En troisième, on peut avoir Morel ou Le Goff aussi qui est là depuis longtemps. Mais vraiment, les deux premiers, c'est Lemoine et Abergel. Qui est vraiment. Pélissier en a fait ses capitaines, on a envie de dire, parce que c'est un petit peu comme s'ils se partageaient le brassard tous les deux. Oui, d'ailleurs, Fabien Lemoine qui n'était pas là lors du dernier match pour des soucis familiaux, c'était Avergel qui portait du coup le brassard au Oui. milieu de terrain dans cette formation à 3. On va passer aux enjeux véritables alors qu'on est à la demi-heure de live, c'est parfait, niveau timing, on est très bien. Cet enjeu, on va d'abord parler très rapidement de l'enjeu côté lyonnais. Bon, le titre du live, c'est donc une lutte pour le podium. On va parler donc de cet Olympique Lyonnais qui, avec cette victoire face à l'Estac, finalement taken, euh, arrive enfin dans ses places européennes. L'OL est sixième de Ligue 1. Absolument, absolument. Mine de rien, l'OL a réussi avec des résultats honorables et des victoires in fine, que ce soit contre Nantes, contre Strasbourg et même hier contre Troyes,
à scorer ses points dans les premières journées de championnat et a un peu effacé cette petite période de trouble qu'on a subie au moment de la reprise de la Ligue 1 avec le match nul contre Brest qui sonnait un peu comme une prise de pied dans le tapis. Ensuite, tu as eu l'énorme humiliation subie contre Angers où là, c'était vraiment panique à bord. Tout le monde était désespéré à l'issue de ce match. Et puis, depuis, hormis le trébuchage, on va dire, ou plutôt Turpin qui a peut-être fait trébucher l'OL, si on veut être un petit peu taquin, euh, contre Paris. lors du match contre le PSG, l'OL se redresse petit à petit au classement et tout ça se matérialise par une 6e place et surtout une 6e place à 1 point du podium qui est quand même l'objectif, voilà, un peu sempiternel de l'OL chaque saison, celui que Aulas fixe à minima à tous les coachs qui passent au club. Donc dans cette course au podium, l'OL se retrouve finalement pas si largué que ça, d'autant plus que Angers est à 1 point. Lorient est dans la course avec cette 5e place et ses 12 points. On va Il en suffit parler, d'une oui. victoire pour l'OL contre Lorient pour au final s'immiscer dans ce top 3 et finalement faire oublier ces 3 premiers matchs de Ligue 1 qui ont été un petit peu insuffisants sur la moyenne et celui contre Angers, on en a déjà parlé plusieurs fois, carrément honteux si on veut aller jusque-là. Oui, ça va être très intéressant de voir ça, d'autant que dans cette même 8e journée de Ligue 1, on aura un affrontement au sommet dimanche soir entre Marseille et Lens, respectivement 2e et 4e de Ligue 1. Ça va être l'occasion pour celui qui remportera cette rencontre ce soir de monter sur ce podium, parce que oui, on va reparler de Lorient bien sûr. On a commencé à l'évoquer très rapidement. Cette équipe de Lorient est virtuellement 5e qualifiée en Ligue Europa Conférence, avec 3 victoires, 3 nuls et une seule défaite cette année. Cette équipe de Lorient est 5e de Ligue 1. C'est un début de saison tonitruant. Ah oui, Tony Truant est assez inattendu pour les Merlus parce que il y a eu très peu de changements dans l'équipe. Je pense que c'est une force pour Christophe Pellissier. En tout cas, il a l'air d'en tirer le meilleur. Il y a deux à trois titulaires qui sont partis. Yohan Wissa devant, bien Oui, sûr, qui est parti à Brentford. Et puis Trevoh Chalobah qui était prêté par Chelsea, qui est reparti. On peut y ajouter Andrew Gravillon qui était prêté aussi par l'Inter et qui cette année est prêté à Reims. Mais pour le reste, ça n'a pas bougé. oui, Lorient on a a. gardé son ossature. Il y a eu quelques arrivées avec Silva, on le disait, sur le côté droit, et Jens donc dans l'axe de la défense. Et Lorient qui a très bien démarré. Alors, il y a eu un nul à Saint-Etienne qui était bon. Il y a eu 2 victoires contre Monaco et Nice hier, justement, où Lorient a globalement été dominé, mais Lorient a tenu à domicile. Et les autres matchs, enfin les autres victoires au match nul, ça a été des matchs en partie au moins maîtrisés, avec Lorient qui a su en plus voilà, proposer du jeu, essayer de varier aussi son jeu parce que c'est une équipe qui fonctionne énormément sur les transitions rapides, Lorient, Oui, et qui là tente de varier un peu plus aussi, d'apporter davantage enfin, voilà, d'avoir un petit peu plus de cordes à son arc aussi. Il y a un match par contre qui a été raté, c'est c'est la seule Montpellier, défaite, oui. et ce match-là a été ouais, raté complètement. Alors Lorient menait 1-0 à la mi-temps, mais Lorient a été dominé de la tête et des épaules de A à Z sous une chaleur étouffante. Alors excuse ou pas, bon. Explication en tout cas sans doute en partie, mais ouais, ce match-là a été raté. Mais pour le reste, ça a été vraiment, c'est vraiment un très bon rythme que tiennent les Merlus. Oui, match vraiment raté, d'autant que cette équipe de Lorient finit à 9. Match vraiment catastrophique Ouais, du début à la fin. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu disais. On sent qu'il y a une volonté côté Lorientais de capitaliser sur la continuité et sur le fait de garder une ossature, garder une base extrêmement solide sur lequel vraiment faire de très très bonnes choses et bâtir un jeu comme Christophe Pellissier a déjà su le montrer en Ligue 2 et en Ligue 1 avec Amiens. Il avait vraiment proposé de très très bonnes choses et il continue de le faire avec cette équipe de Lorient. On va refaire un dernier point extrêmement rapide sur ce classement. Donc voilà, un point sépare ces deux équipes. Lorient 5e avec 12 points, Lyon 6e avec 11 points. Et voilà pour ce qui est vraiment de l'enjeu principal de cette rencontre d'un point de vue strictement comptable. On va passer aux compositions probables, qui sont des compositions, comme vous en avez l'habitude et comme vous le savez, qui vont être surtout à ne pas vraiment prendre très, très sérieusement. On a fait 2-11. Je vais te laisser commencer, Tekken, avec celui de l'Olympique Lyonnais. Du coup, c'est un 11
qui reste très très incertain dans le sens où Peter Bosz laisse très peu d'indices forts sur la composition qui sera alignée samedi. Absolument, je soupçonne Peter Bosz d'être espiègle à notre égard parce que sur les 8 avant-matchs qu'on a fait tout au long de la saison, pour le moment, on n'a eu aucune composition lyonnaise de bonne. Parenthèse refermée. On démarre avec Lopez dans les buts parce que on n'est toujours pas en Coupe de France, donc on verra toujours pas Paul Rosbeck. Hein, c'est le théorème depuis que l'Allemand est arrivé à l'OL. Léo Dubois qui va récupérer sans doute sa place à droite avec la petite alerte musculaire qu'a subi Gusto à la mi-temps du match OL3 hier. Il va sans doute aussi récupérer son brassard, Léo Dubois. Oui. D'autant plus qu'on n'a pas mis Aouar sur cette compo-là, même si en soi, Aouar pourrait très bien jouer. On pressentait aussi contre 3 que Denayer et Boateng allaient être associés. Finalement, on a vu Diomandé, donc pareil, parmi ces trois-là, il faut en choisir 2 finalement. Et on n'a absolument aucun indice au préalable duquel va accompagner Denayer, qui semble être quand même celui sur lequel Peter Bosz va se rattacher, va s'appuyer tout au long de la saison. Emerson, qui est devenu Emerson qui est devenu indéboulonnable côté gauche, c'est mieux si on met les mots à l'endroit. Toujours ce double pivot, Bruno Guimaraes et Cacré, qui ont repris un petit peu des couleurs en tandem, surtout Cacré qui était un petit peu moins bien ces temps-ci, là où Guimaraes tenait un peu la baraque à bout de bras par moment. Ensuite, à droite, on va retrouver sans doute Xherdan Shaqiri qui a fait un très bon match contre 3, qui a été vraiment ovationné par le public à domicile. Donc il y a de grandes chances qu'il récupère sa place. Paqueta aussi qui a fait un bon match. Toko Ekambi qui n'était pas titulaire contre 3, donc qui va sans doute cette fois-ci démarrer parce qu'il sera beaucoup plus frais physiquement que d'autres. Et enfin, en pointe, avec la blessure de Dembélé, on en a parlé en préambule, on devrait sans doute revoir Slimani, même si pour le coup, Slimani, lui, a moins de feu dans les jambes que son compère français, malheureusement. Oui, il y a beaucoup de possibilités déjà de voir évoluer cette attaque lyonnaise. Bonsoir à Waze qui me dit bonsoir dans le chat. Totalement possible qu'on voit Karl Toko Ekambi en pointe et qu'on ait un Oussama Aouar côté gauche. C'est ce qu'on avait eu hier dans le match face à l'Estac, pardon. Et c'est vrai que même en charnière, ce serait pas impossible de voir peut-être Denayer mis sur le banc pour souffler. C'est ce qui avait été fait avec Boateng hier où Sinali Dumandé avait débuté le match titulaire. Pourquoi pas avoir Ryan Cherki qui pourrait enfin débuter titulaire car c'est vrai que c'est peut-être le joueur de cet effectif pro avec Enrique qu'on a le moins vu depuis le début de la saison. Comment? Même Thiago Mendes, qui était quand même censé être un pestiféré du point de vue du club olympique lyonnais avant la reprise de la saison, a finalement beaucoup plus joué qu'un Ryan Cherki, par exemple. C'est vrai, donc c'est vraiment une excellente question de savoir vraiment comment cette attaque lyonnaise sera organisée, parce que déjà, il y a possibilité de changer de système, d'animer différemment, et il y a possibilité d'avoir des hommes différents à ces postes-là. Pour ce qui est de la composition de Lorient, c'est une base finalement du système Pélissier. Gaëtan, c'est cette défense à 3 avec 3 défenseurs centraux, défense à 3 ou à 5. Oui, exactement. Alors Christophe Pellissier n'aime pas qu'on dise défense à 5. Il parle Et il a toujours d'une raison. défense à 3 centraux. Et il a raison parce que c'est vrai que c'est une équipe qui se projette beaucoup, Lorient, avec deux pistons, Silva, Le Goff, qui sont assez portés vers l'avant. Surtout Igor Silva, d'ailleurs, le Brésilien. Et après, 3 milieux de terrain assez resserrés, Oui. mais qui, pour ce qui est des deux, on a Lemoine en sentinelle et on a les deux autres devant. En général, ces derniers temps, en tout cas, Bergel et Monconduit, qui eux, par contre, dézonent énormément. Monconduit se projette beaucoup en soutien des attaquants et Bergel fait l'essuie-glace entre la droite et la gauche tout au long de la partie en fonction d'où bascule le jeu. Donc, voilà, ce 5-3-2, ce 3-5-2, ça dépend un peu de chacun et des situations surtout, fonctionne bien. Pour la compo qu'on va avoir à Lyon, je ne sais pas si vous voulez qu'on la donne maintenant, Bah, mais la composition qu'on a mis nous, c'est Paul Nardi dans les cages. En l'absence de ouais, Jens en charnière, peut-être Fontaine, mais ça peut totalement ne pas être lui. En tout cas, Laporte et Mendes devraient être les deux autres défenseurs centraux de cette formation. Le Goff côté gauche, Silva côté droit, la recrue. Au milieu, Lemoine, s'il est bien là, pas de problème. Monconduit et Abergel, c'est vrai qu'il y avait Enzo Lefebvre également qui aurait pu rentrer en balance au milieu de terrain. Et en attaque, donc, on a mis Gerbic, mais il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit
Ouais, Armand, Loriente. c'est Armand ou Arnaud Armand Lorienté? Loriente. Armand Lorienté. Armand. Armand. Ouais. Et Terem Moffi. Au final, Oui, ça c'est une certitude. Terem Moffi qui est vraiment le fer de lance de cette attaque lorientaise. Ouais, Terem Moffi qui est arrivé en tant qu'inconnu hein, à Lorient il y a un an, est arrivé en plus tardivement sur la fin du mercato qui s'était arrêté l'année dernière au mois d'octobre. Il Ouais. avait marqué dès son premier match à Reims et puis après il y avait eu 2 mois et demi très très compliqués. D'ailleurs, il était un coup titulaire, un coup sur le banc. Lorient cherchait la formule parce que dans cette série de 2 mois et demi, là, il y a aussi une série justement de 6 matchs où Lorient n'avait pas marqué. Et donc Pélissier faisait tourner, essayait de trouver des solutions. Il y avait Hamel aussi qui était dans cette rotation à l'époque. Et puis finalement, bon, juste avant Noël, il marque un but à Nice. Et à son retour en 2021, il était métamorphosé. Il a enchaîné les buts jusqu'à marquer 5 buts lors de 5 matchs consécutifs, ce qui n'était jamais arrivé d'ailleurs pour Lorient en Ligue 1. Et il a même terminé la saison à 14 buts avec un triplé contre Bordeaux, avec quelques doublés, avec des buts évidemment très importants pour le maintien, 14 en championnat plus 1 en Coupe de France. Et là, sur ce début de saison, ça démarre plutôt bien aussi. 2 buts, alors dont un sur penalty, mais 2 passes décisives aussi. Et c'est vrai il est de plus en plus précieux dans le jeu. Autant on jouait pour lui l'année dernière du côté de Ouais. Lorient pour que lui marque. Autant là, il est aussi davantage au service des autres et notamment pour, ça s'est vu pour le but de Lorienté contre Lille il y a 10 jours maintenant. Ouais, ouais, c'est un attaquant qui on le sent, avait peut-être besoin de confiance, besoin de certitude. Et dès le déclic de ce premier but, c'est quelque chose qu'on rabâche Ouais. souvent aux attaquants. Il faut ce premier but pour se lancer. Je pense qu'on a une parfaite illustration. À côté de lui, Armand Lorente, que personnellement j'ai découvert très récemment par ses coups francs. Ouais. Mais il évolue dans cette attaque à deux. Il a fait, j'ai regardé quasiment l'intégralité des matchs titulaires depuis le début de la saison. Il y a juste eu le dernier match où c'était Adrian Gerbic qui était titulaire Ouais. en pointe. Ouais, Gerbic était titulaire parce que match en semaine à 3 matchs, voilà, il avait laissé Lorienté souffler un peu. Alors, Lorienté est rentré un peu plus tôt que prévu à la 64e de mémoire parce que Gerbic s'est fait une entorse de la cheville et a dû sortir. Mais Lorienté, oui, alors c'est un joueur de couloir normalement. C'est un ailier droit. Il est formé à Rennes, passé par Orléans et il avait été prêté à Lorient lors de la dernière année de Ligue 2. Il avait eu très vite quelques fulgurances assez impressionnantes mais il est souvent resté sur courant alternatif, alternant le bon, le moins bon, ça dépendait des périodes. L'année dernière en Ligue 1, il est revenu en prêt une nouvelle fois, non pas en prêt cette fois, mais vendu par le Stade Rennais. Sauf que il est arrivé tardivement, il a eu le Covid, il a eu du mal à se mettre dedans. Finalement, il a fait une bonne deuxième partie de saison et là, clairement, il est maintenant installé dans ce 11 de départ, aux côtés de Mofi devant, puisque la place a été laissée vacante par Wissa. Alors, ceci dit, il était intégré quand même à cette équipe-là, à ce 3-5-2 l'année dernière. Mais là, il y est très clairement, puisque il y a vraiment, je ne veux pas dire que 2 hommes pour cette place-là, parce que il y a Diarra aussi qui y va de temps en temps, Stéphane Diarra, et puis donc Gerbic, comme on a vu hier. Mais bon, il y en a 2 qui se détachent, c'est Mofi et Lorienté pour occuper ces 2 postes d'attaquant. Il y a Waze dans le chat qui nous dit j'ai peur de Lorient. Question très très simple. Si jamais on doit avoir peur d'un élément côté l'orienté, est-ce que selon toi c'est Terem Moffi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui peut vraiment sortir un très gros match samedi? Alors Mofi, évidemment, par ses buts, forcément un joueur qui est décisif, qui marque et toujours à surveiller. Ceci dit, le meilleur joueur pour moi du côté de Lorient, C'est c'est pas Paul un Nardi, offensif, non? c'est même pas, c'est Laurent Abergel. Laurent Berger, Il est ok. encore assez méconnu sans doute en Ligue 1 au-delà de Lorient, mais c'est un joueur qui a sans cesse élevé son niveau de jeu. Alors, il est assez polyvalent en plus, il peut jouer latéral aussi, il a dépanné latéral droit en Ligue 2, mais il est en Ligue 2, ouais, c'est ça, il était installé aux côtés de Lemoine dans un milieu de terrain à 2. Là, en Ligue 1 et surtout depuis le mois de janvier, avec le passage en 3-5-2, il y a Lemoine qui est en 6 et lui, il est juste au-dessus avec mon conduit ou le fait, ça dépend des matchs.
Et c'est un joueur qui a 3 poumons, qui défend énormément, qui est très hargneux, qui récupère beaucoup de ballons. D'ailleurs, l'année dernière, c'est le joueur en France, en Ligue 1, qui a intercepté le plus de ballons sur la saison de Ligue 1. C'était voilà, le meilleur intercepteur du championnat. Et en plus, maintenant, il développe aussi son panel du jeu en se projetant davantage vers l'avant, en participant davantage au jeu offensif. Donc, c'est vraiment un très bon joueur qui est sans doute pas très connu au-delà de Lorient, enfin chez les supporters des clubs adverses. Mais on en parlait hier avec quelques confrères. Voilà, on se disait un joueur comme Abergel, il jouerait à Lyon justement ou même à Rennes. On mettrait tout de suite 20 millions sur ce joueur-là. Là, il est à Lorient, il est moins dans la lumière, mais c'est vraiment un excellent joueur, Laurent Abergel. Et tu parlais des interceptions, des récupérations. J'avais même vu, je crois que c'était l'année dernière sur SoFoot, c'était en février ou en janvier, quelque part par là, vers la moitié de la saison à peu près, Ouais. que Abergel était carrément le meilleur tacleur d'Europe, c'est-à-dire en englobant Oui, tous les championnats. Enfin, c'est vraiment pour signifier à quel point ce joueur est sous-coté, on va dire, en complètement. Ouais. France, ou plutôt sous-médiatisé même par rapport Ouais, à ouais, ses ouais. performances en termes de jeu sans ballon avec Lorient. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai il était le meilleur tacleur d'Europe. Et bon, je crois que sur la fin de saison, quelques-uns ont dû passer devant dans d'autres championnats. Mais ça prouve, ouais, effectivement, à quel point il gagne à être connu parce que c'est vraiment un très bon joueur qui pourra rebondir peut-être ailleurs plus tard. Mais voilà, il a fait ses gammes tranquillement. Alors, il a été formé à Marseille. Et puis derrière, il a surtout joué en Ligue 2, à l'AC Ajaccio, à Nancy, à Lorient, avant de monter en Ligue 1. Mais il a vraiment plus une capacité à élever son niveau de jeu saison après saison quand les objectifs le demandent justement. Et c'est vraiment pour moi le meilleur joueur de Lorient. Et évidemment, Mofi sera aussi à surveiller lui par ses buts, par sa capacité à porter le danger devant. Ouais, il y a un autre joueur que moi j'aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup, que je suis pas mal, et c'est vrai que j'ai vu une stat passer tout à l'heure, j'en parlais avec Tekken, qui était vachement intéressante, c'est au niveau des arrêts. Paul Nardi fait Oui, un début de saison qui est assez solide. Côté Lorient, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce gardien qui, à Lorient, découvre un poste de titulaire depuis 2019, ouais, alors c'est que vrai. à Monaco, il avait été prêté, mais il était surtout doublure, et il avait commencé du côté de Nancy. Ouais, à Nancy, il avait beaucoup joué, mais après, très peu, hein, lors de ses prêts. Un petit peu plus à Bruges, au Cercle Bruges en Belgique quand même. Mais à Monaco, à Rennes, il avait pas joué. À Lorient, il a fait une très bonne saison en Ligue 2. Il faisait partie des meilleurs gardiens de Ligue 2 en 2019-2020. Et l'année dernière, par contre, il est passé à côté. Il n'a jamais, enfin jamais. Il était titulaire jusqu'à la 18e journée. Il a perdu sa place parce qu'en fait, il a eu le Covid. Donc Dreyer l'a remplacé. Mais même sans cela, Pellissier avait prévu de le remplacer pour le match à Bordeaux lors de la 19e journée. Parce que sur D'accord. la phase aller, il n'avait pas rapporté de points. Il en avait même fait perdre quelques-uns. Il n'avait pas été décisif. Donc Dreyer l'a remplacé sur quasiment toute la phase retour, sauf lors des 5 derniers matchs. Et d'ailleurs, c'était lui qui était titulaire à Lyon l'année dernière pour le 4-1. Il avait pris 4 buts, mais malgré tout, il avait sorti l'un de ses meilleurs matchs de la saison parce il avait repoussé l'échéance assez longuement. Ça peut paraître paradoxal, hein, de prendre 4 buts et de faire l'un de ses meilleurs matchs, mais il avait sorti plusieurs arrêts. Il avait d'ailleurs arrêté le penalty de Guimarães qui avait été à Oui, retirer parce qu'il avait bougé de on, sa ligne. on se rappelle de Et cette course d'élan magnifique. ouais, c'est ça. Et derrière, c'est un peu ce que je dis de Lorient. On a l'impression que la saison ne s'est pas arrêtée entre la phase retour de l'année dernière et ce qu'on voit sur ce début de saison. C'est un peu le cas pour Nardi, qui a mieux terminé sur les 5 derniers matchs et qui là est dans la même lignée et où vraiment il est décisif parce il y a des matchs où il n'a pas beaucoup d'arrêts à faire, mais il les fait. Et les matchs où il est même plus sollicité, il tire la marée aussi, hein. À Montpellier, justement, bon, il y a la défaite 3-1, mais à la mi-temps, Lorient mène 1-0. Et si Lorient mène 1-0 à la mi-temps, c'est en grande partie grâce à Nardi, justement. Donc, pour le coup, là, il rapporte vraiment des points cette saison. Il est décisif et il a vraiment retrouvé Alors, je sais pas s'il est à 100% de son niveau, s'il peut encore progresser, sans doute même. Mais voilà, on a vraiment retrouvé un très bon gardien chez Paul Nardi. Oui, c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'extrêmement positif de pas subir cette coupure et d'avoir un gardien
qui, comme toute l'équipe, est capable finalement d'enchaîner hyper vite. Ça fait un peu écho, et je vais te redonner la parole, Tekken. On en a parlé dans notre débrief d'hier, et enfin, qui est sorti aujourd'hui. Lopez, c'est également un gardien qui, depuis le début de la saison, fait de très très belles choses. Absolument. Bah, le seul truc qu'on peut reprocher, je pense, à Anthony Lopez, histoire d'être vraiment exhaustif quant à sa critique, ce serait, on va dire, son match contre Angers, particulièrement sur le premier but, où voilà, il fait un espèce de plongeon pour tenter d'intercepter le centre qui vient de la droite sur le but de Fulgini. C'est... Ouais. C'est une faute de main de sa part, mais à part ça, je crois que sur les 11 buts encaissés par l'OL, il y a eu 2 pénaltys en plus, donc on peut même pas les mettre forcément au crédit de. Enfin, on peut même pas les utiliser pour accabler Lopez, ces pénaltys-là. Sur tous les autres buts, enfin, Lopez n'est jamais à mettre en cause la plupart du temps. Et ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que il y a eu un nombre d'arrêts qu'il fait par match, des vrais arrêts, hein, ce que j'appelle des vrais arrêts, c'est-à-dire où l'attaquant frappe, que ce soit de l'entrée de la surface ou même en étant déjà dans la surface, et où Lopez fait un arrêt déjà en se déplaçant latéralement, parce que quand le ballon arrive sur lui, je considère à peine que c'est un arrêt. Tout dépend de la puissance de la frappe, évidemment. Et Anthony Lopez nous en a déjà sorti plusieurs sur la saison. Et mine de rien, très souvent, l'OL se met à marquer, mais se met aussi à chanceler un petit peu après avoir marqué, et peut, s'il avait un gardien un peu moins fort, se faire égaliser. Au final, Lopez empêche l'égalisation très souvent. On se rappelle contre 3 déjà hier soir, alors que l'OL a remonté à 2-1. 3 a l'opportunité de réégaliser à 2-2. Non, Lopez est encore là, et mine de rien, Lopez, qui a souvent été décrié, et à juste titre, l'année dernière et l'année encore avant, la saison 19-20, s'est carrément repris sur cette saison-là, pour le moment, en tout cas sur les 8 matchs, 7 de Ligue 1 et celui d'Europa League. Le match d'Europa League contre les Rangers, qui est d'ailleurs, je pense, son meilleur match pour le moment, jusqu'ici au moins. Sur ces 8 matchs-là, Lopez s'est carrément repris, et finalement retrouve un petit peu les couleurs qu'on lui a connues jusqu'en 2018-2019 à l'OL. Ouais, c'est vrai que c'est un gardien qui est en forme. Il est déjà 21h52, on va tout doucement arriver sur la fin de ce live. Côté Lorientais, quelle est selon toi la plus grande force, Gaëtan? Quelle est vraiment la qualité de cette équipe? Tu nous as parlé tout à l'heure des transitions rapides. Est-ce que Ouais. c'est ça Ouais. l'arme principale, on va dire, de cette équipe lorientaise? Oui, alors offensivement, oui, c'est l'arme principale. Sur le côté défensif, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a un groupe assez, un bloc assez resserré. Les trois milieux de terrain font un gros boulot, hein. Lemoine m'ont conduit à Bergel justement parce qu'on peut se dire, ouais, c'est la défense à 5 qui bloque tout ça, qui empêche Oui. l'attaque adverse de s'exprimer. Mais ça vient surtout aussi des trois milieux de terrain. D'ailleurs, on l'a vu à Reims dimanche dernier, où sur la première mi-temps, les milieux de terrain n'étaient pas forcément justes et ça a beaucoup subi. Ça a été réglé à la pause et même un peu avant la pause, tout de suite ça allait mieux. Donc défensivement, c'est vrai que ce milieu de terrain a un fort impact sur la manière de défendre, hein, de Lorient. Et puis offensivement, les transitions, parce qu'il y a des joueurs qui vont à 1000 à l'heure. Armand Lorienté, évidemment, va très très vite. Balle au pied, en plus, il est plutôt techniquement habile. Alors parfois, il va se précipiter un peu, pas faire le bon geste ou le bon choix au bon moment. Mais globalement, il apporte quand même une certaine force. Et puis Mofi, évidemment, aussi parce que c'est un joueur qui est grand, 1m88, mais malgré tout, il a une pointe de vitesse assez importante. Physiquement, il arrive à résister souvent aussi aux défenseurs. Il n'est vraiment pas évident à les bouger. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ballons qui partent de derrière ou du milieu de terrain, qui sont envoyés sur ces deux-là. Et derrière, ça accompagne avec un milieu de terrain, avec le latéral. Il y a toujours évidemment quelqu'un qui accompagne, hein. C'est pas un ballon jeté vers l'attaquant qui doit se débrouiller tout seul, mais ces deux-là sont très recherchés pour derrière que ça libère aussi des espaces aux joueurs qui accompagnent, notamment sur les côtés. Oui, oui, c'est sûr que ça peut aller très très vite, et ça pourra, Tekken, être aussi un motif de peur côté lyonnais, si jamais cette charnière centrale d'Enayer Boateng n'est pas encore totalement bien huilée, et si jamais Jérôme Boateng n'est pas encore à 100% pour enchaîner 90 minutes. Ouais, bah mine de rien, on avait vu quand même que Boateng est prêt, hein, à jouer, pas forcément pour faire 90 minutes, mais prêt à jouer en termes de niveau sur 60-70 minutes. On l'a vu contre Paris, il a été carrément au rendez-vous. Contre les Rangers, c'était peut-être un poil plus mitigé, mais il s'en est quand même bien tiré. Donc
Et puis surtout, c'est un joueur qui a l'habitude aussi de se placer, de jouer, d'évoluer dans un bloc haut, de par son expérience tant au Bayern Munich qu'avec la Nationalmannschaft en sélection. Donc finalement, même s'il n'est pas à 100%, il peut quand même tenir la route. Et surtout, De Nayer, à ses côtés, brille par sa vitesse. Et donc, pour rattraper des joueurs lorientais qui seraient lancés en contre dans le dos d'une défense lyonnaise ayant un bloc assez haut, voilà, est carrément capable aussi de rattraper au sprint ses adversaires finalement. D'autant plus quand tu as Anthony Lopez qui n'hésite pas à sortir de sa surface ou plutôt à se positionner un petit peu plus haut que sa surface lorsque l'OL a le ballon pour anticiper, on va dire, les très longs ballons qui reviendraient vers sa surface au final. Oui, oui, c'est sûr que ce sera un vrai enjeu de cette rencontre. Oui, ce qu'il nous dit dans le chat, Boateng doit être prêt pour 90 minutes maintenant, c'est quasiment, enfin c'est limite obligatoire. Bon, je sais pas s'il doit obligatoirement être prêt pour 90 minutes. En tout cas, si jamais il a la capacité d'enchaîner 60 bonnes premières minutes, ce sera extrêmement important. Et puis bon, même s'il n'est pas à 100%, même s'il est qu'à 90%, ça reste Jérôme Boateng. C'est une qualité qui est incroyable. Et c'est vrai que ça reste un défenseur Le, qui a beaucoup de métiers, oui, Tekken. le cerveau, pour se placer en soi, il n'a pas besoin d'être. Enfin, que tu sois pas à 100% dans les jambes, mais que ton cerveau soit celui de Jérôme Boateng et donc que tu aies cette expérience sur le terrain de savoir comment te placer, de savoir comment ajuster ta position en fonction de tes partenaires, tout ça, c'est cette maîtrise qu'il a acquis au fil des années, va largement compenser finalement des jambes qui ne seraient peut-être pas à 100%. Et quand bien même ces jambes ne seraient pas à 100%, l'avantage de cette saison, c'est que comme la saison dernière, on a les 5 changements, et donc tu peux faire rentrer Diomandé à la 60e ou 70e sans te priver de changements offensifs. Donc c'est vraiment pas un problème de titulariser Jérôme Boateng. Oui, ouais, ce qu'il nous dit, qui rectifie un peu en disant qu'il disait ça surtout par rapport à son statut. Oui, Jérôme Boateng a un statut extrêmement important. Shaqiri, Xherdan Shaqiri en a un aussi. Shaqiri, bon, commence à enchaîner les matchs titulaires, mais il a eu une période où il n'était pas encore titulaire, où il restait pour 60 minutes, puis sortait. Et Il y a une impatience, on va dire, qui se crée chez les oui, bien supporters sûr. lyonnais. Il y a eu ce recrutement voilà, un petit peu fantastique sur les derniers jours du mercato, avec d'abord Emerson, puis Shaqiri, puis Boateng. Enfin, on est passé d'un mercato qui était 2 sur 10 avec Enrique et Damien Da Silva à un mercato qui est devenu, je sais pas, 6, peut-être 7, 7,5, 8 sur 10 selon le degré de joie que ces arrivées vous ont procuré. Mais on a envie un petit peu de voir toutes ces recrues performer à leur meilleur niveau pendant 90 minutes pour vraiment se dire ok, ce mercato aura vraiment été productif une fois qu'on verra ce rendement, on va dire, effectif sur le terrain. Il y a Esther qui nous pose dans le chat pourquoi il n'a pas joué hier. Jérôme Boateng fatigue. Peut-être également qu'on voulait le faire souffler et qu'on a préféré mettre Diomandé qui avait également la légitimité pour avoir du temps de jeu. On avait commencé à 21h05, donc on va dire qu'on se laisse encore 5 grosses minutes. Je vais vraiment perdre ma voix d'ici la fin du live, hein, c'est terrible. Concernant le mercato, en deux mots hein, de Lorient, tu as commencé à dire tout à l'heure, Gaëtan, que ça avait été finalement très très calme, puisque niveau Ouais. arrivée, il y a eu Jens qui finalement sera suspendu, et Oui, il y c'est a eu ça. l'arrivée de Silva côté droit. Euh, il est arrivé pour renforcer ce couloir droit. Je vais être tout à fait Ouais. honnête, hein, il est arrivé de quel club? Comment ça s'est fait ce transfert? Alors, il est arrivé du NK Osijek en D1 croate. D'accord. Donc, c'est un joueur qui vient au départ du Brésil, est arrivé en Europe il y a 3-4 ans par là, et qui donc était au NK Osijek. Et il est arrivé effectivement à Lorient parce que c'était un poste entre guillemets défaillant. Il y avait deux joueurs pour ce poste-là, Obulang Mendes et Jérôme Ergo. Sauf que Mendes s'est blessé assez régulièrement, n'a pas forcément été à la hauteur non plus des espérances quand il a joué. Et Ergo, ben, c'est seulement là sa deuxième saison de Ligue 1, c'est 35 ans. Donc évidemment, ça pouvait pas être un titulaire en puissance sur cette saison, même s'il, quand il faut dépanner, comme hier contre Nice par exemple, il est au rendez-vous à chaque fois, il fait le boulot. Du coup, ils ont fait venir ce joueur-là. Mendes, par contre, lui, il est utilisé maintenant en charnière. Alors, à Laval, où il a été formé, il avait déjà beaucoup joué à ce poste-là, enfin, à ce poste de défenseur central. Donc, il est dans cette défense centrale à 3. Et donc, Silva, il est le titulaire du poste sur le côté droit. C'était un côté qui, avec Jérôme Ergo,
défensivement, ça pouvait tenir, mais il manquait cet apport offensif recherché par Christophe Pélissier et par ce système en 3-5-2 qui demande une animation quand même assez importante sur les côtés. Donc, avec Jérôme Ergo, ça pouvait manquer. Là, avec Igor Silva, effectivement, il y a cet apport supplémentaire offensivement qui est proposé. On va tout doucement filer vers la fin de ce live. Il est 22 h. On termine bien sûr par le rappel un petit peu de cette rencontre qui aura lieu samedi 21 h sur Prime Video. Si vous voulez la regarder, c'est une journée qui est un peu spéciale en termes de calendrier. Il y a beaucoup de matchs qui sont un peu, je vais dire délocalisés, mais c'est pas ça. Où l'horaire est spécial. Il y a un match à samedi à 19 h. Il y a deux matchs le samedi à 21 h, dont Paris qui sera diffusé sur Canal+. Mais bon, Lyon-Lorient sera disponible sur Prime Video. Et toi, tu ne le commenteras pas, tu nous as dit tout à l'heure, Gaëtan. Non, c'est mon collègue qui y sera. Moi, je vais faire Brest-Metz le lendemain. Voilà, on tourne. En fait, en général, je fais Lorient, mais ça arrive qu'on puisse tourner par rapport aux programmations des matchs. Donc, c'est Pierre, mon collègue, qui sera au match Lyon-Lorient samedi soir. Eh ben écoute, le rendez-vous est pris, j'ai presque envie de dire, sur Radio Bonheur, Ouais, exactement. exactement. C'est une radio locale bretonne qui commente ces matchs donc euh, les De matchs Lorient, de Brest et Lorient, Guingamp. Brest et Guingamp. Merci beaucoup. Très rapidement, ton pronostic sur ce match, même si bon, c'est une question un peu bébête pour terminer. Ouais, ça va être ouvert, je pense. Je vais dire 2-1 pour Lyon, sans certitude, mais je vois quand même Lyon gagner à domicile là, sur ce match. Bon, sans certitude vraiment, mais je vais dire 2-1 pour Lyon. Et si tu dois me donner un buteur côté Lorientais? Je vais tenter de l'orienter. Allez, L'orienter qui était bien là sur ces dernières semaines, donc ouais, je vais tenter de l'orienter. Taken, toi, un buteur côté lyonnais et ton pronostic pour ce match? Alors, pronostic, sans doute 2-1, ouais, ou 2-0. Je vois pas énormément de buts d'inscrits. Côté Lorientais, moi j'aimerais bien voir un but de Habergel, histoire que ce joueur sorte un peu de sa discrétion, de la discrétion médiatique qu'il subit. Et côté OL, est-ce que ce serait pas le bon moment pour voir Islam Slimani ouvrir un peu enfin, pas ouvrir son compteur, mais plutôt Relancer la relancer machine? un petit peu sa machine à l'OL, parce qu'à part son but contre Brest, il n'y avait pas eu, il y a pas eu grand-chose sur cette saison-là, en tout cas. Donc, il est un petit peu, je trouve, dans une passe, peut-être pas mauvaise passe, mais dans une passe un petit peu trop euh, muette. Mm. Et ce serait bien qu'il se mette à rugir après-demain soir. Ouais, ouais, évidemment. Il y a Waze dans le chat qui nous dit au top le supporter Lorientais. Le supporter, il est même pas supporter, il est vraiment suiveur. C'est Gaëtan Pinel donc, qui est avec nous et on le remercie. Gentil. On le Le remercie connaisseur. d'avoir accepté notre invitation. Waze qui te demande que tu sois en facecam la prochaine fois, Taken. Oh là, oula, oula. Bon, on Discrétion va, professionnelle oblige. on va très très bientôt clôturer ce live. Remercier Gaëtan d'avoir été avec nous ce soir. Bah, avec plaisir, merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment un moment sympa. Merci Taken d'avoir été avec moi ce soir. Et c'est toujours un grand plaisir. Et puis, excellent plaisir aussi d'avoir rencontré Gaëtan, qui est très Bien sympa. partagé. Et surtout, très connaisseur ça se dit pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Un fin connaisseur du FC Lorient, donc c'est très agréable de pouvoir échanger, d'apprendre des choses. C'est toujours le sel, voilà, de l'avant-match en termes de concept, donc c'est génial. Eh ben Et bah, écoutez, plaisir partagé en tout cas. samedi 20... samedi, je vais pas terminer le live, hein. Samedi 21 h, le match entre Lyon et Lorient. Ce sera du coup vers 23 h, normalement 23 h l'après-match, le débrief avec Taken, Ferran et Tassour. Je ne serai pas là pour cet après-match, comme chaque après-match que vous pouvez retrouver en direct sur Twitch, en rediffusion sur YouTube le lendemain. Ce même live avant-match, vous retrouverez la rediffusion sur YouTube demain. En attendant, on vous souhaite à tous un très bon match et on se dit à plus tard sur Football, sur tous nos réseaux. Et encore une fois, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Ciao, ciao. À bientôt.